BTLV. Explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. OVNI, mise en garde de l'au-delà, maison hantée, présence d'entités, bruit venant de nulle part. C'est le programme de cette nouvelle libre antenne BTLV. Je suis Bob Belanca, alors bonsoir, bienvenue, on est en direct. Vous n'avez jamais osé raconter votre rencontre avec le paranormal ? La libre antenne BTLV est faite pour ça. Là où les autres s'arrêtent, lui commence. Bob vous dit toute la vérité, celle de ses invités. BTLV. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bob Belanca. Merci d'avoir accepté cette interview. C'est un plaisir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le fondateur de BTLV, une chaîne web dont le sujet principal est le paranormal. Pourriez-vous nous présenter un peu votre chaîne ainsi que les nombreux sujets traités ? BTLV est une chaîne qui a été fondée en 2013 et depuis 12 ans maintenant, nous évoquons les sujets qui sont liés au mystère et l'inexpliqué. Alors dans ces sujets, il y a les ovnis bien évidemment, il y a les fantômes, les expériences de mort imminente, l'archéologie mystérieuse, les états modifiés de conscience, voilà tout ce qui fait qu'à un moment donné on se pose des questions sur notre place et la place de l'homme dans l'univers, avec ces trois questions en essayant d'avoir des réponses. Qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Voilà. Et comment la création de BTLV a-t-elle commencé ? Pour tout vous dire, moi c'est plutôt par opportunisme, parce qu'en fait au départ je connaissais rien à ces sujets. J'étais producteur de radio et de télévision, et en fait on m'a confié une tranche de nuit, enfin de 20h, 21h minuit en radio FM, et donc j'ai regardé ce qui se passait aux États-Unis pour avoir quelque chose d'innovant, et j'ai vu qu'il y avait une chaîne aux États-Unis qui s'appelle Coast to Coast, enfin une émission qui était numéro 1 le soir en audience, et qui évoquait tous ces sujets. Donc j'ai appelé le producteur américain qui m'a dit tu peux adapter, on s'en fout de la France, voilà. Donc j'ai adapté gracieusement cette émission, et c'est devenu Bob vous dit toute la vérité sur la FM. Et après on a fait un carton d'audience la première année. On a augmenté de 280% l'audience sur la tranche, mais le problème c'est que j'étais sur des radios plutôt jeunes et on faisait venir des gens plutôt âgés, parce qu'en fait l'audience de BTLV et l'audience de ces émissions sont souvent, je parle pas de ceux qui regardent les chasseurs de fantômes, hein, mais ceux qui se posent des questions sur le sens de la vie, ils ont plutôt entre 40 et 70 ans. Donc je faisais venir des gens âgés sur une radio de vieux, de jeunes, et ça marchait pas. Donc du coup, ils m'ont rendu le contrat, et c'est là que j'ai à nouveau regardé ce qui se passait aux États-Unis. Là, il y avait le tout début des chaînes de télé et de radio par abonnement aux États-Unis sur le web, et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer BTLV. Voilà. Et quels sont les sujets qui vous ont le plus étonné ? Alors, je vous cache pas que dès la première semaine, j'ai vite compris que bon nombre de ces sujets avaient un lien commun, que ce soit les fantômes, les ovnis, les expériences de mort imminente, les sorties astrales, etc. Je me dis mais finalement tout se tient un petit peu. Après, tout était étonnant parce que je découvrais tout. Donc fatalement, le moindre mec qui me racontait avoir été enlevé par les extraterrestres, j'étais incroyablement excité. Pareil quand on me disait j'ai vu un fantôme ou j'ai eu une expérience dans une maison hantée, etc. Pour moi c'était tout neuf. Maintenant, au bout de presque 13 ans, j'ai plus du tout le même regard, parce que j'ai su faire preuve de discernement. Et quelles sont les personnes qui vous ont le plus étonné ? En fait, ce sont souvent des chercheurs académiques qui m'ont étonné et qui vont sur des sujets qui ne le sont pas. Quand je recevais Paul-Georges Sansonetti, qui a été pour moi une de mes plus belles rencontres, qui était maître et chargé de conférences à la Sorbonne sur la symbolique, sur la guématrie, sur l'analyse de films de science-fiction à travers la mythologie, etc. J'étais fasciné. Quand j'ai reçu des astronautes, j'ai été fasciné. Quand j'ai reçu des grands chercheurs sur les états modifiés de conscience, les expériences de mort imminente, j'ai été fasciné. En fait, voilà, j'ai été fasciné par... en fait, moi, je suis fasciné par l'intelligence.
et la culture. Donc en fait, si vous avez un archéologue qui vient et qui m'embarque dans son intelligence et dans sa culture, j'ai la sensation d'être plus intelligent que je ne le suis habituellement, parce qu'il m'aide à grandir en fait, et il m'apprend des choses. Et donc moi je suis un assoiffé de savoir en fait. J'ai besoin de me nourrir du savoir, d'apprendre des choses. Et donc tous ces gens qui m'apprennent quelque chose, comme j'étais pas très bon élève et que j'étais un peu branleur, hein, donc voilà, finalement j'ai une séance de rattrapage avec BTLV. Voilà. Et vous avez jamais été un peu attiré par le paranormal quand même? Après, si, avec le temps, alors quand j'étais jeune, bien sûr, comme tout le monde, je regardais les films d'horreur, etc. Donc, quand vous êtes adolescent, voilà, j'ai adoré Rencontre du troisième type à l'époque, Shining, tous ces trucs-là, quoi. Et puis, mais bon, c'était pour moi, ça restait du domaine de la fiction. C'était, je savais qu'un monde invisible était évoqué par certains, que les fantômes existaient ou pas. En tout cas, ils avaient une vraie importance dans la culture française. Mais j'étais pas féru de paranormal. J'étais comme un gamin de 14 ans ou 15 ans ou 16 ans attiré par les filles et le football. Voilà. Donc et après, plus tard, oui, en vieillissant, j'ai commencé à me poser des questions. Et est-ce que vous avez vécu des expériences paranormales? J'ai vécu un voyage astral à 22 ans quand j'étais pas du tout dans cet univers-là, puisque j'étais animateur sur Skyrock à l'époque, donc bien loin de tout cela. Et j'ai vécu une sortie de corps qui a été validée par la suite, parce que cette sortie de corps m'a été... je rentrais d'un voyage aux États-Unis pour l'anniversaire de celle qui est encore ma femme, donc au bout de 35 ans. C'était dans la nuit du 7 août au 8 août, et je me souviens qu'il était vers 3 heures du matin et j'étais un peu fatigué parce que j'avais abusé de plein de choses aux États-Unis, et donc j'étais très fatigué, et tout d'un coup vers 3 heures du matin je me vois tout d'un coup sortir de mon corps et me retrouver en haut de la pièce dans ma chambre, et de me voir allongé avec ma femme et ma fiancée à l'époque, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ma première réaction, ça a été de me dire putain, merde, t'es mort, puisque je me suis vu allongé avec ma femme à côté. T'es mort, et c'est ça la mort en fait. Voilà. Je vois tout, mais et en fait ce qui m'a le plus troublé, c'est que dès que je tournais ce qui semblait être une tête, alors que j'en avais pas puisque j'avais plus de corps, j'allais là où je pensais. Dès que je pense, boum, j'étais. Donc j'ai fait, ça, je sais pas combien de temps ça a duré. J'ai intégré mon corps. Le lendemain matin au petit déj, j'en ai parlé à ma copine de l'époque, donc ma femme aujourd'hui. Je lui ai dit, écoute, j'ai vécu ça. Elle m'a dit, oh, t'as dû rêver, t'étais fatigué, etc. Et c'est vrai que j'ai mis ça sur le dos du rêve. J'ai oublié ça pendant un mois. Un mois après, on va chez une tante et un oncle pour un déjeuner. Et la tante était la folle dingo de la famille, puisqu'en fait, c'était tous les gens que je côtoie aujourd'hui. Elle était dans cette mouvance-là. Mais moi, pour l'époque, dans la famille, on disait, elle est folle, elle voit les fantômes, elle fait de la méditation et tout. On avait l'impression qu'elle était folle, quoi. On l'appelait la folle dingo de la famille. Et puis, elle me dit au déjeuner, je me souviens, Bob, est-ce que ça va en ce moment, etc. Je fais, oui, bien sûr. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Et puis, ma femme, elle me dit, mais bien, raconte-lui ce qui est arrivé, peut-être pouvoir t'expliquer. Donc, je lui raconte tout cela, et elle se marre. Avec ma cousine qui était à côté d'elle, et je lui dis mais pourquoi vous rigolez? Elles me disent toutes les deux, mais c'est pas dans la nuit du 7 au 8 août que c'est arrivé vers 3 heures du matin. Là bien sûr je suis blême parce que je me dis mais comment elles peuvent savoir ça? Et d'ailleurs je leur demande comment vous avez pu avoir cette information. Mais elle me dit parce qu'en fait on est en séminaire de méditation en Suisse et on a tout fait pour que tu sortes de ton corps. Voilà, donc la réaction que vous ne voyez pas là et qui a été derrière la caméra, et ben c'est celle que j'ai eu moi, et parce que en fait j'avais jamais eu l'idée qu'on pouvait agir sur les gens, et encore une fois je suis pas dans ce milieu-là à l'époque, je continue Skyrock et tout, et puis je monte BTLV, et un jour à BTLV je reçois une documentariste de Arte qui venait de finir un documentaire sur le chamanisme pour diffuser sur la chaîne Arte, et elle me dit un jour je suis avec un chaman pendant 15 jours en tournage. Elle me dit, voilà, je tourne pendant 15 jours. Et au bout du 15e jour, le tournage s'arrête et elle va dire au revoir au chaman. Et le chaman lui dit, merci, c'était super. Il me dit, toi et moi, maintenant, on est reliés. Et elle rentre à l'hôtel et durant la nuit, elle fait une sortie de corps.
Et là, elle comprend pas pourquoi. Elle se dit mais c'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Pareil, la chambre, je vois mon corps, je suis ailleurs, etc. Et le lendemain, elle retourne voir le chaman. Et le chaman lui dit mais je te l'ai dit, toi et moi, on est reliés maintenant. C'est moi qui t'ai fait sortir ton corps. Donc en fait, elle avait vécu la même expérience que moi 30 ans plus tard. Donc ça m'a validé l'expérience que moi j'avais vécue. Donc j'ai pris conscience que il y avait certaines personnes qui pouvaient avoir des influences sur d'autres. Voilà. Ça c'est l'expérience paranormale que j'ai vécue. Nous sommes là au château de Fougeray. Ouais. Ça va se voir, je pense. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous venez, bien sûr, avec votre équipe. Avez-vous vécu là des phénomènes paranormaux? J'ai vécu une nuit quelque chose au château de Fougeray qui a été enregistré parce que c'était dans ma chambre. Et effectivement, pendant que je dormais, l'édredon qui me recouvrait a été pris par un coin, soulevé délicatement et déposé un peu plus loin, donc sans que l'on sache par qui, par quoi. Voilà, ça a été la première expérience. Donc on a, comme on est des professionnels de l'image, on a regardé image par image pour voir ce que c'était. On n'a rien trouvé. Et lors de d'une autre venue à BTLV, j'ai redormi, c'était dans la chambre de l'huissier, j'ai redormi dans la chambre de l'huissier en me disant il va peut-être se passer la même chose. Et là, on a juste entendu, et sur la bande, enregistré des grognements et des bruits, des choses comme ça dans ma chambre, au son. Et là, on les a mis dans le documentaire avec minute par minute ce que j'avais entendu, ce que j'avais enregistré, parce que moi, pendant que je dormais, j'entendais rien. Donc, il y avait une activité dans la chambre, mais je ne la voyais pas cette fois. Intéressant, hein? Et vous, personnellement, si vous perdiez un être cher, seriez-vous prêt à consulter un médium pour entrer en contact? Non, consulter, non. Je pense que si un médium m'arrête et me dit, tiens, j'ai une dame à côté de toi ou un monsieur, parce que j'ai perdu mes deux parents, qui me disent, voilà, et qui me donne une info que seul moi je connais, je serais un peu surpris. Mais ça s'est pas produit déjà. Encore j'ai pas eu ce message. Et puis, mais de là aller voir un médium pour essayer d'avoir des infos, non. Donc, je suis convaincu qu'il y a un après. Mais j'ai pas besoin d'aller savoir où est mon père, où est ma mère. Tu vois, voilà, non. Si on me le dit, je le prends, mais j'irai pas consulter pour ça. Mais de toute façon, je n'ai jamais consulté qui que ce soit parce qu'en fait, je veux toujours garder mon discernement de journaliste et mon recul. C'est-à-dire que le problème, c'est quand vous faites des choses et que vous êtes convaincu par quelque chose, bah, vous n'êtes plus journaliste, vous êtes croyant. Et vous croyez en quelque chose, donc vous n'avez plus du tout la même façon d'aborder les sujets que quand vous ne les connaissez pas en dehors de la théorie. Dès que vous êtes en pratique et qu'il y a une pratique qui est validée, vous vous dites, donc quand je parle, après je suis plus dans le questionnement, je suis dans la conviction. Voilà. Et là c'est plus mon métier. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas. Voilà. Je le ferai plus tard. J'ai vu que vous étiez également romancier. Ouais, j'ai écrit un roman à l'époque. J'ai fait 15 métiers, hein, donc voilà. Donc j'étais animateur de radio, j'ai fait du cinéma, j'ai chanté, j'ai écrit un roman effectivement. Moi, j'aime beaucoup les romans d'ailleurs. J'ai plein de romans en préparation, mais je le ferai quand je serai à la retraite parce qu'il faut du temps. En fait, le roman, mais le roman est le seul moment de ma vie où j'ai l'impression d'être Dieu, parce qu'en fait, je crée des personnages et je les fais vivre. Et quand j'ai écrit mon premier roman, qui a été bien accueilli par le public, parce que en plus on avait une petite distinction, un petit prix, etc. Donc, j'adorais aller à la table de travail tous les jours parce que je m'étais discipliné, c'est-à-dire que j'allais tous les jours à mon bureau pour travailler et pour écrire. J'étais à l'idée, je me réveillais, j'avais à peine le temps de prendre le petit-déj que j'allais tout de suite écrire parce que j'avais l'impression de retrouver des amis, mes personnages, et de leur faire faire ce que je voulais. C'était fantastique. Je vous assure, l'écriture est jouissive et folle parce que vous êtes Dieu. Quand vous écrivez, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez grand, beau, petit, moche, machin, il prend l'avion, il prend le train. Au cinéma, tout est compliqué. On vous dit non, il n'y a pas l'argent pour faire ça. On va tourner en studio. Là, quand vous écrivez, il n'y a pas de limite. Moi, mon héros, je l'ai fait à partir aux États-Unis, à Bali, partout. Donc il n'y avait pas de
il y avait pas de contraintes budgétaires. Et donc vous vous dites, mais c'est génial finalement. Écrire une histoire et surtout voir que le public adhère à cette histoire. Moi, j'ai vu des femmes venir me voir en pleurant, en me disant, oh, c'est triste, pourquoi vous avez fait ça et tout machin, vous m'avez bouleversé, etc. Voilà, donc c'est toujours très intéressant de voir la réaction du public. Donc oui, le roman est un art, enfin l'écriture est un art fantastique. Mais j'ai toujours aimé écrire. Déjà, en tant que journaliste, j'écris des articles tous les jours. Donc voilà, moi je suis un ayatollah de l'orthographe, donc j'ai besoin que ce soit bien nickel. Des fois, j'en laisse passer une ou deux et je redeviens fou quand je relis, tu vois. Mais non, ouais, j'aime ça, écrire. Voilà. Et écrire, ça donne envie de lire. Et quand on lit, on fait pas de faute. Et on est ouvert sur le monde. Et vous aimeriez écrire sur quelque chose peut-être de paranormal? Non. Maintenant que vous êtes plus dans ces domaines-là? Non, écrire sur le paranormal, non, on me l'a proposé. Le problème, c'est que pour faire un énième livre sur le paranormal, je vois pas l'intérêt, il y en a déjà plein. Je suis ni médium, je suis ni ufologue, je suis ni archéologue, je suis ni scientifique, donc je n'ai aucune légitimité à écrire un livre sur le paranormal. Ou un roman sur le qui se passe un peu avec des sujets. Non, que j'écrive un roman avec une ambiance un peu paranormale. Voilà, moi par exemple, le bouquin parfait qui concilie les comédies romantiques que j'adore écrire et le paranormal, c'est et si c'était vrai de Lévy, parce qu'en fait voilà, cette femme il y a ce côté fantôme et tout machin, voilà, il y a le côté romanesque et le côté paranormal. Après il y a par exemple, c'est des films qui m'ont marqué, des films voilà où on mélange le côté amour et le côté paranormal, ou les expériences de TCI, voilà, de tout ça, j'aime bien ça, mais il faut pas que ce soit que sur le paranormal. Il faut que le paranormal accompagne d'abord le récit romanesque. Et quels sont vos projets actuels? Mes projets actuels, c'est de préparer la rentrée, puisqu'en fait on va reprendre en septembre. Donc là là j'ai fini tous les enregistrements des émissions qui vont être diffusées cet été. Je vais continuer pendant tout l'été. Alors je sais pas quand l'émission sera postée, mais dans tous les cas, tout l'été, je vais continuer les libres antennes. Enfin, tout le mois de juillet. En août, je vais lever un peu le pied. Et puis voilà. Et puis espérer. On a la mise en ligne de un documentaire en septembre sur le château de Vos, en 2 épisodes que nous avons fait, un documentaire. Voilà. Et puis on a des grosses interviews qui arrivent, donc voilà, on a ça. Après, il y a beaucoup d'événements que nous créons. On a le Medium Day en septembre, on a une carte blanche en octobre avec le Medium Day, c'est 4 médiums qui se retrouvent dans une salle et qui font des séances de médiumnité publique. Voilà, donc c'est au Forum 104. Toujours au Forum 104 en octobre, le 21 octobre, on a une carte blanche donnée à Patricia Daré, Jean-Patrick Portal sur les Templiers. Voilà. En novembre, on part en croisière, puisque j'ai fait une croisière du mystère inexpliqué du 16 au 23 novembre. Et puis après, ça reprend en janvier. Il y a encore d'autres masterclass, etc. Donc voilà. Intéressant. Selon vous, est-ce qu'il y a encore un grand mystère qui est inexpliqué aujourd'hui? Ah bah oui, la mort. C'est-à-dire qu'en fait, autant les extraterrestres, tout ça machin, pour moi c'est plus un mystère. Je suis persuadé que, alors même si attention, je fais bien le distinguo entre ovni et extraterrestres. Pour l'instant, j'en ai pas vu, mais je suis intimement convaincu que dans l'immensité du cosmos, il y a la vie ailleurs. Donc voilà, et même de la vie intelligente, il y a peut-être même plus intelligente que la nôtre, mais ou qu'il y en a eu. Et que ces civilisations ont disparu, comme la civilisation terrienne s'éteindra un jour, dans 3 milliards d'années. Voilà, donc non, le grand mystère, c'est la mort, quoi. C'est de se dire qu'est-ce qu'il y a après, même si on a des indices. On vient ici au château de Fougeray pour essayer de capter des sons, des bruits, de faire de la transcommunication instrumentale, d'avoir des images de fantômes, d'avoir des ressentis. Mais ce ne sont que des indices. Il n'y a pas de certitude absolue. Tout comme les expériences de mort imminente sont un formidable espoir, je ne peux pas dire à 100% qu'elles valident la vie après la mort. Voilà, c'est un état de conscience modifié à l'instant T, au moment où vous décédez. Et d'ailleurs, les sceptiques diront, mais t'es pas décédé puisque tu es revenu. Vous voyez, il faudrait qu'on soit mort pendant 3 jours, 4 jours, et que là, on se réveille, et là, on pourrait dire, oui, t'es mort, là. Donc, voilà, voilà. Mais que ça dure une demi-heure ou 20 minutes,
on vous a réanimé. Au bout de 3 jours, on peut pas vous réanimer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et la question traditionnelle pour finir de reporter de l'au-delà, c'est quelle a été votre plus belle expérience? C'est l'avenir. Celle de demain, parce qu'en fait, chaque jour et avec BTLV, c'est la découverte d'un invité, la découverte d'un sujet, la découverte d'une autre théorie. Parce qu'en fait, ce que je peux dire, c'est qu'au bout de 13 ans, je sais rien. Je sais rien. C'est-à-dire que j'ai plus de questions encore que de certitudes, parce que plus j'avance dans la connaissance de ces sujets, plus j'interroge des gens, moins je sais, parce qu'en fait, tout le monde a sa théorie, tout le monde a sa vérité. Et je pense que le maître mot du paranormal et la bonne attitude, c'est se dire que ma vérité n'est pas votre vérité. Voilà. Et inutile d'essayer de convaincre, parce que celui qui veut pas croire ou envisager, bah il croit pas, il envisage pas. Mais par contre, et je le vois quand on fait les émissions de témoignage de la libre antenne, les gens qui viennent témoigner, c'est leur vérité, ils ont vécu leur expérience. Alors vous pouvez vous moquer d'eux, vous pouvez vous les dire qu'ils sont fous, etc. Mais eux sont sincères dans leur témoignage, donc ils ont vécu quelque chose. Après, est-ce que moi j'aurais réagi de la même façon en voyant ce qu'ils ont vu? Est-ce que j'aurais peut-être pas inventé ce qu'ils ont inventé? Est-ce que mon cerveau aurait... C'est comme les pareidolie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir un visage, d'autres qui vont voir un chameau, d'autres qui vont voir un chien. C'est votre cerveau qui peut vous induire en erreur ou vous mettre devant les yeux. Vous savez, Jung disait pour les ovnis c'est la projection du soi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez un ovni, vous voyez celui que votre cerveau est capable d'analyser. Donc s'il faut, l'ovni est énorme et il est triangulaire et vous le voyez petit et rond. Voilà, donc voilà, c'est important. Donc non, ce qui est la plus belle expérience, en tout cas mon plus gros kiff serait d'interroger un extraterrestre sur le plateau de BTLV. Voilà. Merci beaucoup, Bob. Ouais, merci à vous.